Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, il s'agira de ne pas se louper du stadier placé derrière les grilles jusqu'aux policiers en faction aux abords du stade. Il va falloir jouer serré. Moins d'une semaine après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions, Saint-Denis accueille un nouveau match de football, France-Danemark ce soir en Ligue des Nations. Et pour les autorités, le danger est désormais clairement identifié. Gladys Lafitte, ce ne sont pas les supporters mais bien les délinquants qui voudraient s'attaquer à eux. Ah oui, la priorité sera donnée à l'ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes, écrit la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Et pour cela, 2080 policiers et gendarmes seront mobilisés. Parmi eux, plus de 650 sont dédiés spécifiquement à la lutte contre les délinquances. C'est une hausse majeure. Il s'agira de policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, en civil, mais aussi des agents des Braves, spécialistes des délits sur voie publique. Ils seront chargés de patrouiller dans le périmètre de sécurité et aux abords du métro et du RER. Leur mission, interpeller les pickpockets notamment. C'est cet axe-là du dispositif que la préfecture a renforcé, car ce n'est pas la peur du hooligan qui domine sur ce match. Seuls 50 à 80 supporters sont jugés à risque sur les 1800 Danois attendus, mais la crainte d'une délinquance locale opportuniste. Toutefois, le nombre de forces de l'ordre dédiées au débordement qui pourrait survenir face à une trop grande affluence reste équivalent à samedi dernier, pour un match à bien moindre risque cette fois-ci. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1, la délinquance responsable du chaos de samedi dernier en marge de la finale entre Liverpool et le Real Madrid, plutôt qu'un problème de billetterie, eh bien c'est le sentiment d'une très large majorité de Français. 76% d'entre eux ne soutiennent pas la thèse défendue par le ministre de l'Intérieur. Résultat d'un sondage Odoxa pour Le Figaro. Alors ce match fait l'objet de toutes les attentions au plus haut sommet de l'État. Les regards se tournent notamment vers Matignon. Elisabeth Borne est apparue très en retrait dans ce dossier 2 semaines après sa nomination. La première ministre reste étonnamment discrète. Et son silence en pleine polémique sur les incidents du Stade de France n'est pas passé inaperçu, et plus globalement son absence sur le terrain interroge les cadres de la Macronie et les critiques commencent à fuser. Arthur Delaborde. Oui, elle n'a pas dit un mot sur le fiasco du Stade de France. Elisabeth Borne reste prudemment en retrait du scandale. Elle préfère peser dans l'ombre, explique un cadre de la majorité qui relève aussi son absence hier lors d'une réunion à Matignon sur le dispositif de sécurité pour le match de ce soir à Saint-Denis entre la France et le Danemark. J'aimerais bien avoir un peu plus à la manœuvre, confie un haut responsable de la Macronie. Mais dans l'immédiat, Elisabeth Borne se concentre sur le double défi qu'elle a à relever. D'une part, mettre en œuvre la planification écologique en cherchant à incarner la nouvelle méthode vantée par Emmanuel Macron. Et d'autre part, mener sa première campagne dans sa circonscription du Calvados qu'elle arpente tous les week-ends. Chez ses ministres, on entend 2 sons de cloche très différents. Certains louent son management très direct, d'autres ne cachent pas un certain sentiment de flottement. Elle se révélera après les législatives, prédit un député qui l'a décrit comme un bulldozer pour mettre en place les réformes, doutant de sa capacité à prendre de l'épaisseur. Un conseiller de l'Élysée l'imagine en revanche faire ses cartons après les élections. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron, lui, était à Marseille hier, déplacement sur le thème de l'école. Jamais à court d'idées et de phrases choc, le président prône la révolution culturelle. La formule nous ramènerait presque 56 ans en arrière et une autre révolution culturelle, celle lancée par le défunt leader chinois Mao Zedong. Emmanuel Macron veut élargir à tout le pays l'expérience pédagogique menée dans 59 écoles marseillaises. Les chefs d'établissement auront notamment la possibilité de recruter eux-mêmes les enseignants. Et l'école confrontée par ailleurs à une épidémie, si l'on en croit nos confrères du journal L'Opinion, l'épidémie de tenues islamiques. Et cela concerne de plus en plus de lycées selon le quotidien. À Paris, par exemple, le rectorat confirme une hausse significative du port de tenues vestimentaires à caractère ouvertement religieuse. Exemple avec le camis ou encore le voile. Jacques Serret a profité du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille pour lui demander ce qu'il en pensait. Quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc nous sommes en situation constamment de le mesurer. Donc on fait remonter, ça c'est la responsabilité de monsieur le ministre, ces informations. Et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même, celle de la vérité sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que nous formons des citoyens en devenir. Et donc ces citoyens en devenir arrivent dans une situation où on produit des conditions d'égalité pour accéder au savoir. Et donc c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue d'investir dans la formation de nos enseignants pour qu'ils puissent répondre parfois à des situations qui sont très difficiles ou qui peuvent être tendues. Donc je vais être très clair sur ce sujet. Nous allons avec monsieur le ministre regarder, mesurer
et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas la loi de la République. Le président Emmanuel Macron au micro de Jacques Serret. Aux États-Unis, une question posée par le président Joe Biden cette nuit. Combien de carnage sommes-nous prêts à accepter ? Allusion directe au massacre d'Uvalde au Texas qui a coûté la vie à 19 enfants et 2 enseignants. Le président américain espère faire plier le Congrès et l'amener à interdire notamment les fusils d'assaut. Alexis Guilleux, ce sont ces armes les plus utilisées dans les fusillades. Oui, trop de lieux de la vie de tous les jours sont devenus des champs de bataille, déplore Joe Biden. Nous devons faire quelque chose, dit le président, des mesures de bon sens, alors que les États-Unis ont déjà connu plus de 230 fusillades depuis le début de l'année. Nous devons bannir les armes d'assaut et si nous ne pouvons pas le faire, nous devons augmenter l'âge minimum pour pouvoir les acheter de 18 à 21 ans et renforcer le contrôle des antécédents des acheteurs d'armes. Alors depuis la tuerie d'Uvalde, c'est la première fois que Joe Biden rentre autant dans les détails, une manière pour le président de continuer à faire pression sur le Congrès. Il avait fait la promesse d'en finir avec le fléau des armes à feu, mais se heurte à l'opposition des conservateurs. Le fait que la majorité des républicains du Sénat ne veuille pas que ces propositions soient débattues ou soumises à un vote, je trouve ça inadmissible. 10 voix républicaines sont nécessaires pour l'adoption d'un texte sur le contrôle des armes. Des discussions ont débuté cette semaine au Sénat. L'enjeu pour les démocrates, y aller progressivement, ne pas brusquer les républicains pour tenter d'obtenir une petite avancée qui reste pour le moment très improbable. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'autre bataille du moment aux États-Unis, c'est sur l'avortement. Vous avez des sondages qui montrent que plus d'un Américain sur 2 est favorable. Retour en arrière par rapport à la loi autorisant l'avortement en 1973. On termine avec le tennis. On connaît désormais l'affiche de la finale dames à Roland-Garros, tournoi dont Europe 1 est la radio officielle. L'américaine Coco Gauff face à l'invincible Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale polonaise, reste sur une série de 34 victoires consécutives. Chez les hommes, première demi-finale cet après-midi à 14h45, Rafael Nadal face à Alexander Zverev. L'autre demi-finale opposera Marin Cilic à Casper Ruud, un jeune Norvégien inconnu du grand public, Cédric Chasseur. Oui, le Scandinave de 23 ans en tempérament de glace s'apprête à disputer la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Lui qui n'avait jamais fait mieux qu'un 3e tour à Roland-Garros en 4 participations. Mais son futur adversaire, Marin Cilic, se méfie d'un joueur très à l'aise sur terre. Je dirais que c'est l'un des meilleurs joueurs sur le circuit, en particulier sur terre battue. Sur 12 mois, il a remporté tellement de titres sur cette surface et il adore jouer dessus. Il se sent très bien, donc ça sera un match très difficile si c'est lui qui gagne. Depuis son entrée sur le circuit en 2015, Casper Ruud ne cesse de progresser au classement. Aujourd'hui tête de série numéro 8, il est presque favori sur le papier et sur le papier seulement aux yeux du Norvégien. Ça va être très compliqué. Il semble jouer à son meilleur niveau. Marin Cilic a gagné l'US Open, joué 2 autres finales en Grand Chelem. Il a plus d'expérience que moi, donc j'ai tout à gagner, rien à perdre. Connu dans ce tournoi de Roland-Garros pour avoir envoyé Tsonga à la retraite au premier tour, Casper Ruud peut devenir ce soir le premier Norvégien de l'histoire à atteindre la finale du tournoi Porte d'Auteuil. Cédric Chasseur du service sport d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve. Non, pas aujourd'hui. Ce sera Roland Garros. C'est Axel May qui vous remplace en ce moment à 8h30.